Nous allons accorder la parole à ceux qui en auront demandé. Vous venez, vous posez votre question précise et concise. Vous avez un complément d'information, vous avez 2 minutes pour le faire. Nous ne voulons pas, quand on vient ici, on recommence la même conférence et puis ça sera un éternel débat et les gens n'auront rien retenu de la conférence. On va se mettre d'accord sur ce point-là. Je vais d'abord accorder la parole à Madame Akombo, juste pour 3 minutes, et après elle, ça sera maintenant des questions-réponses par rapport au sujet à la une ou retenu pour cette conférence. Merci beaucoup. Je m'appelle Angèle Makombo. Je suis une femme politique et je suis une ancienne fonctionnaire des Nations Unies. J'étais à New York pendant près de 24 ans et j'ai notamment travaillé 5 ans dans le département des opérations de maintien de la paix. J'ai été également conseillère politique principale dans le cabinet de Kofi Annan. Donc les rouages des Nations Unies, je connais suffisamment. Et la première des choses que je voudrais dire, faisant écho à M. Kambale, effectivement, en 2004, la tentative de prise de Bukavu a bien montré que l'Ouest n'était pas indifférent à ce qui se passe à l'Est. Et je me souviens, j'étais encore aux Nations Unies à l'époque, on a reçu des coups de fil incessants de Kinshasa, nous disant donc on n'a jamais vu ça, des millions de Congolais dans la rue. Donc l'Est s'occupe bien, l'Ouest s'occupe bien de l'Est. Mais l'impression que vous avez que c'est seulement maintenant, c'est, je dirais, je donnerais crédit aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, dans ce sens, nous aident beaucoup. Il se passe un massacre, on a des images tout de suite, mais j'aimerais aussi ajouter ce qui nous aide. C'est depuis l'alternance survenue en 2009. La parole se libère dans ce pays. Les gens osent parler, les gens osent critiquer. Parce que moi, par exemple, je suis toujours choquée de voir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais n'ont pas rendu hommage à nos martyrs qui tombent à l'Est. Par exemple, Mamadou Ndala. Vous vous souvenez de la mort de Mamadou Ndala? Au sommet de l'État dans ce pays, on n'a pas du tout rendu hommage à Mamadou Ndala. Et à l'époque même de son massacre, de son assassinat, en Centrafrique, il y avait quelques, je crois, 3 ou 4 militaires français qui étaient tombés. Eh bien, François Hollande, à l'époque, a fait le voyage de Bangui. Et ce n'était pas la même chose chez nous. Donc, moi, en tant que... Parce que je connais les rouages des Nations Unies, je suis parmi ceux qui disent la grande responsabilité nous incombe à nous, Congolais. Et j'ai beaucoup aimé la conclusion de M. Kambale quand M. Abdoul a dit aussi ça. Si vous condamnez l'échec de la MONUSCO, c'est que vous condamnez également les FARDC. Mais M. Kambale l'a dit encore de façon plus forte, en disant que, en fait, les protestations, les manifestations contre la MONUSCO aujourd'hui à l'Est reflètent en fait le ras-le-bol de la population envers l'action du gouvernement. Donc, nous espérons vraiment qu'il y aura un sursaut et comme le chef de l'État l'a rappelé aujourd'hui, récemment, que ça sera une histoire ancienne. Mais j'aimerais aussi corriger 2 petites choses. Quand M. Abdou dit oui, les casques bleus sont des militaires, ils sont prêts à mourir au front là où ils vont, eh bien non, quand j'étais aux Nations Unies, au département des opérations de maintien de la paix, justement, les pays contributeurs de troupes mettaient vraiment l'accent sur les règles d'engagement.
en disant oui, nous n'envoyons pas nos fils pour aller se faire massacrer dans des contrées obscures. Donc c'est une réalité qu'il faut réaliser. Mais le professeur l'a dit, les Congolais ne sont pas moins courageux que d'autres. Il faut donner des moyens à cette armée. Il faut l'équiper, il faut la moderniser, il faut lui donner des armes. Mais un autre moyen à utiliser, surtout maintenant, nous sentons qu'il y a un frémissement, nous sentons que la RDC sort de son isolement international. Il faut utiliser la diplomatie. Hein? Selon la loi du paquebot, on sent bien qu'il y a un frémissement. Les puissances occidentales, hier, amies, collaboratrices, soutien des pays voisins qui nous pillent, qui nous massacrent, aujourd'hui sont en train de légèrement changer leur position. Eh bien, à nous, Congolais, d'en profiter, d'avoir une diplomatie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressive. Et une diplomatie, c'est pas seulement on se réunit aujourd'hui et on passe à la chose suivante. Il faut un suivi absolument soutenu. Ensuite, départ de la MONUSCO, c'est un processus, ça sera un processus. Mais ne pensons pas que c'est à eux seuls, quand je dis eux, les membres permanents du Conseil de sécurité, de nous imposer le timing, de nous imposer le tempo. Et là, je prends comme exemple l'Angola. J'étais à l'époque chargée du dossier de l'Angola. Eh bien, l'ONU voulait rester en Angola. La preuve, moi, j'ai été celle qui rédigeait les projets de lettres du secrétaire général au président angolais en disant « nous voulons rester ». Et l'Angola a dit « nous voulons que vous partiez ». Et l'Angola a insisté, ils se sont accordés sur un processus, un timing, ils sont partis. Mais pour cela, il faut absolument stabiliser cette situation à l'Est. Je terminerai par la chose suivante. Deux de nos orateurs ont mis l'accent sur le fait que ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux parce que comment se fait-il que ces militaires congolais, ces officiers ou ces civils construisent des villas somptueuses, des bâtiments, etc. Et effectivement, nous le savons. Mais ne nous arrêtons plus seulement au niveau des rumeurs. Même d'ailleurs dans les exactions dont on nous parle, nous comptons sur vous de la société civile de mener des investigations, mais aussi d'établir régulièrement des rapports circonstanciés sur les actes, sur les crimes, sur les pillages, sur les complicités que vous observez sur le terrain. La MONUSCO le fait, ces rapports périodiques. Comme me disait la présidente, l'ancienne présidente du Libéria, Johnson Sirleaf, face au rapport de l'ONU, vous aussi faites des contre-rapports, mais circonstanciés, datés. Et nous, en tant que citoyens, je pense qu'il est temps que nous exigions de nos députés de se pencher sur une proposition de loi, sur une loi qui serait relative aux signes extérieurs de richesse. Ce n'est pas normal. Vous connaissez une personne X qui habite une maison modeste, etc. Parce qu'il est nommé à tel endroit, aussi bien que ce soit à l'Est ou ici, il se retrouve avec plus. Tout le monde désigne A, O et Aïe et tout ça, mais rien n'est fait. Il est temps qu'on ait une loi sur les signes extérieurs de richesse qui établiront le fait que ce n'est pas normal qu'en fonction des revenus que vous avez, que vous ayez des biens qui sont absolument hallucinants. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Monsieur Carlos. Merci. Je ne vais pas commencer une longue présentation. Je suis maître Carlos Mopili. Je suis spécialiste en droit des conflits armés et je suis aussi point focal Kinshasa de la coalition nationale pour la CPI. C'est que nous travaillons avec le bureau du procureur de la CPI dans la lutte contre les crimes relevant de la compétence de la CPI. Donc nous faisons le monitoring partout là. Et je connais beaucoup de choses aussi pour ce qui se passe sur le terrain et même des propositions.
Je commencerai par premier point. Et c'est là où je voulais un peu aider même les gens qui poseront des questions et même les journalistes qui sont dans la salle d'insister sur ce point. Premier point, origine des armes. Chers amis, je puis vous donner 1 million, je vous demande, apportez-moi une mitrailleuse. Vous allez acheter ça dans quelle boutique? Quel pays où on fabrique ces armes? Comment ces armes quittent les États donneurs des leçons des droits de l'homme et de la démocratie, qui, avec la géolocalisation, scannent même les cocaïnes? Vous savez tous, vous ne pouvez pas sortir avec cocaïne, même dans votre ventre, ça sera détecté à la frontière. Mais comment ces armes lourdes quittent ces États-là jusqu'à se retrouver à l'Est? Ça passe comment? Ça, c'est un questionnement. Deuxième point, c'est au niveau des médias, parce qu'il y a de plaintes. J'ai aimé le professeur lorsqu'il dit 20 000, 30 000 AUR. Au Rwanda même, c'est 800 000 morts. Mais nous allons vers 13, 12 millions de morts. Mais on n'en parle pas. C'est grâce aux réseaux sociaux que nous sommes informés. Et c'est comme ça que même d'autres, je vois même des gens en cravate dire « Sous Mobutu, il y avait la paix ». Non, mes chers amis. Il y avait Wabora. Che Guevara est arrivé même à 66, à 65. Kabila est né à Wabora à 71. Mais seulement l'OZRT, à la version RTNC, n'informe pas sur ce qui se passe à l'insécurité, mais informe que Mobutu, unificateur, pacificateur. Alors, troisième point, les richesses des généraux. Chers amis, il y a la CNRF qui doit faire son travail. On doit chercher un Alinguetti à la tête de la CNRF. Parce qu'il y a une loi, madame, sur la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, publiée et promulguée depuis 2009, où si moi, Carlos, j'ai touché $500 et je me marie, je fais des dépenses de $10 000, je dois justifier. Et là, ce n'est plus une quimbut probation, c'est à vous l'accusé de fournir de preuves, comme c'était fait avec le procès Kamir, où Hamid a fourni des preuves devant les magistrats qui ont aussi des villas, mais qui sont incapables aussi de justifier l'origine aussi des richesses. Parce qu'un magistrat congolais aussi ne peut pas avoir une villa. Mais un général au front peut avoir des millions. J'ai fait les armes, moi. Il y a parfois, on entrait, les Mobutistes fouillaient pendant la guerre de la Fidèle, et on trouvait tout. On trouvait tout. Ça peut arriver qu'il y ait une armée rwandaise qui nous occupe et qui est en débandade. Mais les troupes ramassent des sacs de dollars. Et alors, le général va faire quoi? Il va remettre ça dans les trésors publics, c'est prévu dans quelle loi fiscale? Alors, quatrième point, c'est là maintenant je donne des pistes et des solutions. C'est un complément. Nous sommes en face d'une guerre asymétrique. Cela veut dire, pour ceux qui ont fait des cours dans des écoles d'officiers militaires, même des cours dans des officiers d'OTAN, on parle de la guerre non conventionnelle. Ce n'est pas aussi un mystère, ce n'est pas aussi quelque chose de grave, non, on ne peut pas mystifier ça. Ici, nous sommes en face des gens qu'on appelle aujourd'hui terroristes. Mais attention, terroriste, dans le vrai sens, de l'autre côté, il est résistant. Un terroriste, à part seulement utiliser la terreur et la peur, il a un élément plus additionnel, c'est la revendication. Mais si les ADF sont des terroristes, quelles sont leurs revendications? C'est là où ça ne réunit pas la vraie définition du mot terroriste. Parce qu'un terroriste, souvent, il est résistant dans son coin. Un terroriste palestinien, c'est un résistant, c'est un héros aux Palestiniens. Mais terroriste chez les Israéliens. Donc, le problème que nous devons corriger dans notre armée, ce n'est pas le problème de l'effectif. Parce que si on identifie la force des ADF, ils ne sont pas plus nombreux que nos troupes. Donc, on n'a pas besoin de l'effectif. Si on identifie la force des ADF, ils ne tuent pas avec des armes les plus sophistiquées.
Ils n'ont pas ce qu'on appelle la puissance de fait. Donc le problème, ce n'est pas de chercher des chars Abraham ou bien des armées à haute portée. Ils tuent à la machette et tout consort. Mais le problème, c'est le déficit de renseignement. Parce que nous sommes en face d'un ennemi masqué, inconnu, et qui tue par surprise. Et il s'apprend à tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? La première solution, c'est soit doter de notre armée des drones, ou que le rapport des drones de la MONUSCO puisse nous aider. Deuxième chose, parce qu'avec la géolocalisation, on scanne, on connaît tout ce qui se passe, toutes même les conversations peuvent être décelées. Deuxième possibilité, la vigilance populaire. Cela veut dire chacun surveille chacun. On ne peut pas remettre exclusivement le renseignement entre deux individus qu'on appelle les agents de l'ANER, les agents de la DEMIAP. Parce qu'eux aussi peuvent être achetés. Et troisième possibilité, c'est que nous devons revenir à l'article 63 de la Constitution. C'est qu'à l'époque des musées, la capacité que les FARDC peuvent avoir de sous-traiter les forces d'autodéfense populaires. On ne peut pas accepter que, à chaque fois qu'il y ait des opérations, la première chose, c'est frapper les groupes armés, c'est-à-dire désarmer les Maïmaï, qui se défendent, qui défendent leur territoire. Mais jamais on ne désarme pas les éleveurs Mbororo, on ne désarme pas les autres armées étrangères. Cela veut dire que même en Suisse, partout, il faut qu'on puisse transformer les forces d'autodéfense à des milices. Qu'est-ce qu'on appelle les milices? C'est une armée supplétive, c'est-à-dire la main prolongée de notre armée. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Nous avons maintenant besoin de questions. On prend 3 personnes pour des questions précises et concises. Vous vous adressez aux intervenants. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de connaître ou de poser des questions. Je vous donne venez, monsieur. Après vous, ça sera monsieur en cravate, veste croisée. Docteur Zigabe Bigirina Marie, je suis le coordonnateur national de l'Union des Nations pour la promotion de l'emploi. Ma question est celle-ci. Parce que ma préoccupation, c'est le travail. J'ai suivi madame avec attention qui parlait du départ de la mission des Nations Unies en Angola et bien sûr au Rwanda. La réalité de la RDC aujourd'hui ne permet plus la MONUSCO, après 20 ans de stationnement en RDC, de continuer de rester. Pourquoi? Je vais vous dire une vérité. Aucun investisseur sérieux, je vais lui poser la question, aucun investisseur sérieux ne peut venir investir là où il y a la mission des Nations Unies. Alors la jeunesse est condamnée. Elle est condamnée parce que la fonction publique et les privés ne sont pas en mesure de prendre toute la jeunesse pour l'emploi. Je demande aux représentants des Nations Unies, de la MONUSCO, à quand vous allez partir? 20 ans c'est trop. Parce que si vous ne partez pas, tous ces jeunes ici n'auront pas de l'emploi. Parce qu'il n'y aura pas d'investisseurs. La fonction publique n'est pas en mesure de prendre ces publics ici. Aucun investisseur sérieux par les Arabes, les autres là. Les Arabes et les Indo-Pakistanais. Les sérieux ne peuvent jamais venir ici. Tant que la MONUSCO est là, parce que ça indique rouge. Dis-nous, vous partez quand? Merci beaucoup pour la parole accordée. Je m'appelle Esaïe Toutonda, je suis communicateur du mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. J'ai suivi M. Abdoul avec une attention très particulière et pendant qu'il était en train de parler, il a souligné une chose aussi importante. Il a dit que la MONUSCO ne peut agir toute seule. Il faudrait notamment l'implication de l'armée congolaise
aussi de civils. Alors, à ce niveau, j'aimerais savoir, Monsieur Abdoul, que reprochez-vous à l'armée congolaise? Là, c'est le 1. Et deuxièmement, qu'est-ce que le civil massacré devrait effectivement faire pour échapper à la forte pression de son envahisseurs? Je dis et je vous remercie. Je suis Monsieur Hassan Mbouyamba, je suis politicien, coordonnateur du Congrès des nationalistes musulmans. Ma question s'adresse à Monsieur Abdoul. Je suivis les communications dorénavant du département d'État américain faisant état de l'affiliation du groupe rebelle ADF à l'État islamique, mais je suis curieux de voir que votre rapport de décembre 2020 contredit qui dit qu'il n'y a pas une relation entre les deux organisations, donc qui contredit en fait la communication du département d'État américain. Alors, nous voulons savoir comment est-ce que vous travaillez avec le département d'État américain. Est-ce que la MONUSCO est contre cette communication? À quand la vraie version? Mais aussi, nous voulons savoir pourquoi vous trouvez les boucs émissaires de l'islam, vous islamisez la question des groupes rebelles à l'est de la République, parce que les conséquences qui en découlent, c'est les arrestations. Nous avons vu il n'y a pas longtemps l'arrestation de notre cheikh Ali Amin à Béni. Donc c'est suite à des communications qui ne cadrent pas avec la vraie réalité. Merci. Moi, c'est Jacques Chiboboameji. Je suis journaliste à la radio-télévision nationale congolaise. Parce que la charité bien ordonnée commence par chez soi. Je vais poser la première question à notre directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise. Monsieur le directeur, on reproche à la radio-télévision nationale congolaise de ne pas relayer les informations des massacres à Béni, donc au Nord Kivu. Quelle est votre réaction? C'est la première question. J'avais une série de questions à poser. Le professeur a tout ramassé dans ce qu'il a dit. Pour moi, j'ai pris ce que le professeur a dit comme de questions qu'il faut poser aux représentants de la MONUSCO ici. Je demande, est-ce qu'on peut lui laisser la parole? Parce qu'apparemment, c'est lui qu'on a visé la MONUSCO. Est-ce qu'on peut lui laisser la parole pour qu'il ramasse les interventions des uns, des autres? Parce qu'apparemment, il n'était pas d'accord avec tout ce qu'on était en train de dire ici. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est sa réplique par rapport à l'intervention du professeur et aussi des autres intervenants? Ça, c'est une question, en fait, une demande. Hein? Excusez-moi, c'est une demande. La question suivante, c'est... je vais la poser à l'intervenant, c'est monsieur... c'est qui? Monsieur Nixon Kambale. Vous avez relevé les failles de part et d'autre de ce qui se passe sur terrain, mais vous avez terminé en questionnement. Quelles sont les réponses à vos propres questions? En fait, en tant que journaliste, je fais mienne vos questions. Donc, quelles sont les réponses à vos propres questions? Parce que quand vous avez chuté, vous vous êtes posé des questions. Que faire? Est-ce que devons-nous rester dans cette situation comme telle? Mais vous, particulièrement, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Donc, ça, c'est à vous. Madame Nicole Kavira, vous dites que à l'est de la République, il faut nécessairement que la MONUSCO parte. Mais vous savez, selon ce qu'on apprend, qu'il y a des infiltrés au sein de l'armée congolaise. Mais vous n'avez pas parlé de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a la population qui est complice dans ces massacres, et même les politiques qui sont des surcroît les ressortissants de votre territoire. C'est ce que nous avons appris en tant que journalistes, à titre d'information. Vous préconisez quoi? La MONUSCO partira, oui, mais vous préconisez quoi exactement? À M. Abdoul, une question. La dernière, excusez-moi, j'avais un petit colis. Je vais terminer par là. Vous avez reconnu qu'il y a les infiltrés au sein de l'armée congolaise, mais en même temps on tue. Vous l'avez dit, ici en passant, je ne sais pas si je ne vous ai pas bien compris, en tout cas, vous avez dit ceci. Je vais vous rappeler ce que vous avez dit, que
les rebelles portent le même uniforme que l'armée congolaise. Et donc il y a infiltration. Il y a infiltration, c'est clairement ça. Alors qu'est-ce que vous faites exactement si réellement il y a cette confusion au front? Parce qu'il y a cette confusion au front. Vous avez quelle stratégie pour protéger la population sur terrain? La dernière question par rapport à vous-même, toujours la MONUSCO. Vous avez dit qu'il va répondre à toutes les préoccupations. Je crois que ce que vous avez de là, c'est ça, ça suffit. Merci. Je crois que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour m'exprimer, parce que l'essentiel a été dit par M. Kambalé et Mme Angèle Makambo a admirablement remis un peu plus. Makambo, excusez-moi madame, d'écorcher votre nom. Tous mes respects, parce qu'en réalité, vous avez remis à l'endroit un certain nombre d'affirmations qui avaient été faites, des insinuations très, très insupportables, je devrais dire, du dernier intervenant. Parce que je ne peux pas passer là-dessus. C'est extrêmement important que je revienne là-dessus. Prétendre que les Nations Unies ont fait entrer les Interahamwe, c'est réellement une entorse, un peu, je devrais dire, c'est une atteinte à la mémoire historique. Parce que c'est une atteinte à la mémoire historique. Vous savez, nous savons tous que les Interahamwe, ou simplement tous ceux qui sont entrés à partir du Rwanda, au moment de leur arrivée, il n'y avait pas les Nations Unies ici. On ne parlait pas de MONUC, on ne parlait pas de MONUSCO à l'époque. Donc c'est une entorse à la mémoire historique que de dire ça. Deuxième chose, dire aussi que la MONUSCO patrouille sur les lampadaires, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Je ne sais pas à quoi vous faites référence, parce que je ne crois pas que à Kananga, à laquelle vous faites référence, vous avez vu des troupes de la MONUSCO patrouiller à l'intérieur de la ville. C'est une contre-vérité. La circulation d'armes non enregistrées, je vous renvoie tous, je vous demande d'aller lire les rapports du groupe d'experts qui est mandaté par le Conseil de sécurité, qui est chargé de travailler et de faire le suivi sur l'embargo sur les armes. C'est extrêmement important de le regarder. La guerre se terminera, ça c'est sûr. Mais il nous faut, et c'est là où je dis que c'est important ce que Mme Angèle dit, et ainsi que mon ami, mon collègue Kambalé, c'est important que nous puissions regarder concrètement quels sont les groupes qui existent. Il y a des groupes étrangers, il y a des groupes congolais. Est-ce que c'est la MONUSCO qui est allée demander à des Congolais de prendre les armes? Il faudrait une autocritique de ce point de vue-là, sans jeter la pierre à qui que ce soit parmi les Congolais. Il faut une prise de responsabilité, et c'est extrêmement important. Autrement, on ne pourra pas s'en sortir. Alors, sur l'action anti-mine, je m'étonne aussi qu'il y ait cette confusion venant d'un professeur qui confond l'action anti-mine avec la MONUSCO. C'est tout à fait différent. Je pense qu'il faut... Je ne sais pas si ce sont les cours que vous donnez à vos étudiants, sinon il y aura des problèmes. Il faudrait quand même approfondir un peu plus vos recherches de ce point de vue-là. Donc, pour répondre précisément aux questions qui ont été posées, la MONUSCO freine à l'investissement. Je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Moi, j'ai été dans des pays où, et Mme Angèle peut vous le dire, des pays où les Nations Unies se sont retirées. Je vous donne un exemple, le Burundi. Le Burundi a demandé aux Nations Unies de partir. Merci. Le Burundi a demandé aux Nations Unies de se retirer en 2006-2007. Le même processus graduel qui a été décrit a été mis en place. Toutes les troupes militaires sont parties. Il y a eu une baisse dans le PIB. Parce qu'en réalité, que vous le vouliez ou non, c'est une réalité. Les Nations Unies, vous avez des staffs internationaux et des staffs nationaux qui consomment, qui recrutent et qui payent dans le pays. Ça, vous ne pouvez pas le nier, c'est une réalité. Et la contribution au produit intérieur brut, parce que la consommation crée des services, il y a beaucoup de services qui n'existaient pas à Goma. Je vous donne un exemple. À Goma, il y a des services qui n'existaient pas. Ces services ont commencé à voir le jour à partir de 2014. Quand la reconfiguration, quand les Nations Unies ont demandé à tous ceux qui étaient à Kinshasa, quittez Kinshasa, allez vous installer à l'est, des services ont été créés.
des maisons, comment a changé de profil, les routes qui ont été construites. Ces routes n'ont pas été construites, je regrette, par le gouvernement. L'argent qui finance la MONUSCO, ce n'est pas le gouvernement congolais qui va le rembourser. Madame Angèle ne va pas me laisser mentir. Est-ce que c'est le Congo qui va rembourser cet argent-là? C'est une contre-vérité que de dire cela. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Je pense que si nous communiquons à des jeunes gens, nous devons leur dire la vérité. Le Congo ne rembourse pas et ne finance pas les Nations Unies. Voilà. Je pense que c'est clair. Merci beaucoup. Le Congo ne paye pas et ne finance pas sur son budget ou son budget futur les opérations de la mission, que ce soit très très clair. C'est une contre-vérité que de dire cela. Nous agissons, tout ce qui est fait ici, c'est fait au nom de la solidarité internationale. Le Congo est membre des Nations Unies. Le Congo s'acquitte de ses cotisations au même titre que les autres États membres. Beaucoup d'États membres parviennent plus ou moins, peuvent être en retard de cotisation. Les membres congolais qui travaillent aux Nations Unies, comme moi-même pour mon pays ne m'a pas envoyé. C'est lequel ton pays? Oui, je me suis débrouillé tout seul pour entrer aux Nations Unies. Ton pays, c'est Je suis du Sénégal, il a compris. C'est pour ça qu'il faisait référence au Sénégal. Alors, tous les pays payent des cotisations. Certains États peuvent être en retard dans le paiement de leurs cotisations. Il y a un prorata dans le versement des cotisations qui est fait et retiré, parce que chaque staff verse une contribution à l'organisation. Moi, je travaille, on me coupe sur mon salaire pour verser à l'organisation. Il y a une partie qui entre dans la quotité que mon pays devrait payer aux Nations Unies. C'est pareil pour tous les pays du monde, pour tous les staffs internationaux civils qui travaillent dans les pays. Il faudrait que cela soit très très clair et qu'on rétablisse la vérité pour que les jeunes gens ne pensent pas qu'en réalité, que la MONUSCO, c'est le Congo qui paye la MONUSCO. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Alors, donc, j'ai répondu à la question de l'investissement. Les études ont été faites dans certains pays par des économistes qui montrent en réalité quelle est la contribution des staffs qui sont déployés dans ces pays-là, à la fois congolais et internationaux, à l'économie du pays. Je vous donne juste un exemple. Ce n'est pas pour rien que vous avez la Côte d'Ivoire et la Tunisie qui se sont battus, en réalité, qui se sont opposés pour le transfert du siège de la BAD. Parce qu'en réalité, ce sont des emplois à créer. C'est une contribution à l'économie du pays. La Côte d'Ivoire a insisté pour que le transfert qui était temporaire et qui allait être définitif du siège de la BAD puisse réellement, que la BAD puisse rentrer à Abidjan. Et ça a été fait sous la pression parce que simplement, la contribution à l'économie est extrêmement importante. Donc, on peut relativiser cette affirmation que la MONUSCO pourrait représenter un frein à l'investissement et que, évidemment, certains partenaires internationaux seraient peut-être réticents à venir investir dans un pays parce qu'il y a une mission de maintien de la paix. Les partenaires internationaux ne viendront pas investir dans un pays où, effectivement, il y a des problèmes de sécurité. Ça, il faudrait qu'on s'entende là-dessus, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que moi je reproche à la FRDC? Qu'est-ce que je pourrais reprocher? Si je reproche quelque chose au FRDC, je serais en train de reprocher quelque chose aux Congolais ou au gouvernement congolais. Ce que mon statut ne me permet pas de faire. Je n'ai absolument rien à reprocher au FRDC. Si j'ai des choses où la mission des Nations Unies relève des éléments à partager avec les FRDC, il y a un cadre et un canal de communication qui est établi à cet effet pour permettre aux Nations Unies de communiquer ce qui ne va pas. Il y a un dialogue permanent sur les manquements qui sont observés sur le terrain, venant soit de la mission ou venant des FRDC sur le terrain. Classification des ADF, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Les États-Unis sont un État indépendant, souverain. Je n'ai pas à réellement être d'accord ou ne pas être d'accord avec la classification d'un groupe comme étant un groupe terroriste. Par contre, les rapports du groupe d'experts qui sont mandatés par le Conseil de sécurité font des recherches de façon régulière. Il y a des rapports qui sont produits tous les 6 mois, que vous voyez, et qui sont rendus publics.
dans aucun de ces rapports, nous n'avons trouvé une revendication, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, une revendication idéologique. C'est depuis quelque temps que nous avons vu véritablement, de façon opportuniste, le Daesh ou l'État islamique revendiquer des actions sur le territoire congolais. Mais il faut faire des recherches, encore une fois, pour pouvoir véritablement établir le lien. Je n'ai pas à me prononcer sur cet aspect-là. Ça engage, si le Conseil de sécurité décide effectivement de classer ce groupe-là, de reconnaître la classification qui a été faite par les États-Unis, qui a des implications légales pour les Américains. Donc c'est extrêmement important. Je vais me plier à cette décision-là. Mais pour l'heure, moi, ce que je fais, je ne me prononce pas du tout sur l'appartenance ou non ou pas des ADF. Je me contente de considérer les ADF comme un groupe armé qui s'attaque à des Congolais, à leur position dans un territoire donné, et d'essayer de les documenter conformément à mon mandat. Et d'informer la force et le leadership de la mission pour leur dire, voilà comment il faut adapter le positionnement et les opérations. Ce que vous avez relevé, nous l'avons noté. Je vous ramène encore une fois à aller lire le rapport de juillet 2019 qui dit clairement qu'à partir, la MONUSCO est passée de ce qu'on appelle la protection par la présence. Vous avez vu, il y a de très nombreuses années, beaucoup de bases qui étaient ouvertes un peu partout, et avec des bases principales et des bases secondaires. À partir de 2014, après la chute de M23, après l'évaluation de la situation qui a été faite à la demande des autorités congolaises, nous sommes passés, conformément à la résolution 2098, à ce qu'on appelle la protection par projection, c'est-à-dire des unités beaucoup plus réduites qui peuvent intervenir à chaque fois qu'une menace ou des risques d'attaque ont été identifiés. Évidemment, cette posture nouvelle devait être conditionnée à un élément qui n'a pas été réalisé, qui ne s'est pas matérialisé. C'est-à-dire partout où la MONUSCO s'était retirée. Parce que n'oubliez pas qu'après la chute du 23, beaucoup de groupes armés avaient décidé spontanément, comme c'est le cas en 2019, de déposer les armes dans le Nord Kivu. Ils se sont tous ces groupes armés, en majorité congolais, les groupes congolais, s'étaient rassemblés à Bouéremana. Je vous rappelle cela parce que j'étais ici à l'époque. Pour déposer les armes, ont été cantonnés pendant très longtemps. La réponse n'ayant pas suivi, beaucoup de groupes armés sont retournés dans le bush, comme la situation que nous avons vue récemment. Et à cette époque, normalement, ce qui aurait dû se passer, les FARDC devaient monter en puissance et avoir des positions fixes dans tous les endroits, tampons qui étaient à l'époque occupés par la MONUSCO. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons évidentes de moyens, de logistique, d'équipement et autres. C'est un fait. Évidemment, ils sont en train de monter en puissance et vous l'avez vu, c'est votre armée. Il faut les soutenir. Ils sont en train de monter en puissance, d'essayer de faire le maximum qu'ils peuvent. Évidemment, il y a des difficultés, mais tout n'est pas mauvais. Donc, c'est ça l'objectif aujourd'hui. La même situation s'est reproduite dans le contexte de la lutte contre les opérations contre les ADF, où des bases qui faisaient une ceinture sur certaines zones qui avaient été considérées comme ce qu'on appelle les strongholds, les places fortes des ADF, ont été démantelées. La logique, c'est qu'évidemment, les FARDC devaient se positionner et rester dans ces zones-là avec des bases fixes. C'est pour ça que vous avez vu récemment la décision qui a été prise avec le soutien de certains partenaires d'appuyer les autorités congolaises à construire des casernes militaires, 5 casernes militaires dans la zone de Béni, pour avoir des positions fixes des FARDC qui ne seront plus obligés d'avoir quelquefois leurs enfants et leurs femmes derrière eux quand ils doivent aller sur le front, ne plus se soucier de leur famille qu'ils ont laissée derrière, mais avoir des casernes où ils peuvent les laisser et pouvoir aller au front et revenir les retrouver. C'est ce qu'on a appelé améliorer les conditions du déploiement des FARDC. Je vous prie d'aller regarder à Béni, vous allez voir effectivement qu'il y a un début de construction des casernes et la cérémonie de lancement a été relayée de façon publique. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Je comprends l'indignation, mais c'est beaucoup plus complexe que ce que nous pensons.
il y a des pas qui sont en train d'être posés, des progrès qui sont en train d'être faits. Évidemment, l'ampleur des massacres demande aujourd'hui, de façon urgente, des réponses immédiates. C'est ça la question. Quand est-ce que la MONUSCO va partir? Ça, il faut aller poser la question à votre gouvernement. C'est comme le chef de famille qui accueille un invité. Vous n'allez pas venir demander à l'invité quand est-ce que tu pars. Donc c'est aux autorités de nous dire quand est-ce que nous voulons partir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La RDC est un État souverain avec des institutions. Nous ne sommes pas une puissance d'occupation, encore une fois. Et une allusion a été faite en ce sens-là, une insinuation. Vous occupez avec eux en parlant du M23. Ça, c'est également une insinuation insupportable et qu'il n'est pas tolérable. Il faudrait faire attention à ce qu'on dit. Évidemment, dans le strict respect de la liberté d'expression et d'opinion, mais il ne faudrait pas qu'on s'adresse à des jeunes en leur faisant croire que la MONUSCO a occupé des zones avec des forces étrangères. C'est une contre-vérité. Alors, confusion, FARDC, groupes armés, je préfère, je n'ai jamais dit infiltration. Donc, je m'interdis d'utiliser ce terme-là, parce que ce serait quand même assez grave de ma part de pouvoir dire infiltration. J'ai dit que dans le contexte des opérations, quand vous êtes en situation d'engagement, vous avez vu les photos des groupes armés, ils portent tous des tenues de l'armée congolaise. Je ne l'invente pas, c'est la vérité. Ils portent tous des tenues de l'armée congolaise. C'est pour ça que j'ai dit, dans le contexte de certaines opérations, vous avez vu pour beaucoup les militaires congolais porter des brassards pour se différencier des autres, pour pouvoir avoir un signe qui permet de les identifier. C'est ce que j'ai dit. C'est la raison pour laquelle cela a été fait, c'est parce qu'il y a une confusion. À partir du moment où vous avez des gens qui portent des tenues, des bérets qui sont des bérets de l'armée congolaise, finalement, vous ne savez plus à qui vous avez affaire. C'est ça la grosse difficulté qui est en train d'être réglée et qui a été réglée dans beaucoup de cas à travers, évidemment, des mécanismes qui ont été mis en place ou des symboles que les FARDC ont mis en place pour éviter ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Évidemment, en voulant combattre l'ennemi, vous allez bombarder une force amie ou tirer sur eux, donc, ou vice-versa. Ce sont des choses, ce sont des situations de ce type qu'il faut concrètement éviter. Je crois que j'ai répondu aux quelques questions qui m'avaient été posées. N'est-ce pas? Ça va. Merci. Attends. Pardon? Alors, trafic de minerais dans nos véhicules, personnellement, je ne peux pas y répondre parce que je n'ai pas de preuve de ça. À chaque fois qu'il y a eu des allégations, il y a eu des allégations, je dis bien des allégations, c'est-à-dire des personnes qui disent que la MONUSCO, des troupes de la MONUSCO transportent des minerais dans leur pays. Il y a eu des enquêtes. Il y a eu des enquêtes. Si c'est avéré, des sanctions ont été prises, mais il y a beaucoup de désinformation. Il y a beaucoup d'images qui sont recirculées et c'est pour ça que j'appelle à la responsabilité de tout le monde. Aujourd'hui, en voulant mener un combat légitime, une mobilisation qui est légitime, il y a des moyens qui sont utilisés qui sont contre-productifs. Il y a beaucoup de fausses informations qui sont diffusées. Des images qui sont prises d'ailleurs ou simplement des images, d'anciennes images qui sont recyclées pour montrer effectivement, disant, regardez, la MONUSCO est en train de sécuriser des ADF ou les groupes armés en train de récolter, ce qui est archi faux. Pour ceux qui sont à l'est du Congo ou dans ces territoires-là, allez leur demander. C'est une pratique habituelle pour des troupes de la MONUSCO d'accompagner les populations qui vivent autour des camps pour aller cultiver leurs champs et les ramener. C'est connu. Ou les accompagner pour aller prendre des biens qui leur appartiennent dans les maisons qu'elles ont abandonnées pendant la journée et les ramener. Ça, c'est une vérité. Il y a beaucoup de désinformation. Je voudrais juste... Tout n'est pas vrai dans ce qui est circulé. Donc, il est important, comme nous parlons à une génération qui est jeune, qui est engagée, qui demande de la redevabilité, qui demande des comptes, il faudrait qu'on informe juste et vrai.
Merci beaucoup. Là, j'interviens juste pour une petite clarification, parce que Abdulaziz m'a cité dans son propos. Effectivement, c'est parce que je suis enseignant, c'est comme ça que j'enseigne effectivement. Lorsque j'ai pris soin de dire à l'auditoire que les faiblesses de la MONUSCO étaient congénitales parce que provenant du système lui-même des Nations Unies, en établissant une différence très nette entre MONUSCO, organe subsidiaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, et les Nations Unies comme organisation internationale. De cette différence, lorsque je dis que les Nations Unies ont été la cause, ça ne signifie pas la MONUSCO. Je crois que vous aurez l'occasion de suivre cette conférence pour identifier le fait que lorsque je dis que les intérêts sont l'émanation du fait des instructions exactement des Nations Unies au travers de l'une de leurs agences, lorsque en 1994, tout un pays se déverse sur le Congo et que le gouvernement de la République démocratique du Congo veut prendre des mesures que les Nations Unies ont rejetées, c'est ça la cause de la situation qui est nôtre. Et le président Kengo Adondou, il est vivant, Premier ministre à cette époque, il est vivant, il l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le témoin, c'est lui qui gérait cette question. Effectivement, c'est ça que moi j'enseigne à mes étudiants. Alors, lorsqu'on dit que vous êtes créés par les mêmes Nations Unies pour gérer cette crise qu'elles ont créée, ça ne peut pas vous indisposer outre mesure. Ce n'est donc pas une entorse, j'assume mon propos. C'est exactement cela la liberté scientifique. Les patrouilles sous les lampadaires. Moi également, je parle français comme vous. Très bien français par ailleurs. Oui, oui. Mais je les ai conjugués au conditionnel. Je les ai conjugués au conditionnel. Et j'ai rappelé que moi, j'ai vu ça dans ma ville. J'ai vu que vous, avec vos chars propres, vous patrouillez sous des lampadaires. Je l'assume exactement. Ce n'est pas moi, c'est ce que tout Congolais sérieux connaît de cette mission, à Goma et ailleurs. Lorsque on tuait par les Camerounais dans la province du Kasaï central, bien évidemment, la MONUSCO s'était déjà retirée. Elle est revenue. Elle est revenue pour soi-disant stabiliser les provinces du Kasaï, dont je suis natif, et qu'on tuait à Luisa Kazumba, où la MONUSCO n'a jamais mis son pied. Mais dans vos multiples rapports, parmi des zones stabilisées, vous citez le Kasaï, ce qui est faux. Donc j'assume que ce n'est pas une entorse. Ils patrouillaient autour de la ville de Kananga. J'assume exactement qu'ils ont eu besoin de casques bleus, plutôt de mercenaires sud-africains pour les sécuriser. Ce n'est pas moi, c'est un Français qui l'a dit dans un livre cristallisé, publié en France. Ça n'a pas été au Congo. Les actions anti-mines, non, là encore il faut corriger, ce n'est pas une entorse. Dans l'un de vos rapports, que je vais vous communiquer si j'en aurai la possibilité, je le détiens, vous affirmez avoir, avec l'INIMAS et le centre de coalition, de coordination de l'action contre les mines, sous votre demande de la MONUSCO, c'est là que je vous remercie. J'ai dit que vous nous avez aidé à déminer. Dans ce rapport, vous parlez de 5470 mines. C'est votre rapport. Pourquoi vous pouvez dire que je ne vous cite pas lorsque vous réclamez d'un succès comme celui-là? Et que moi, je vous accompagne dans cela pour vous dire merci. Vous dites c'est une entorse. Ce n'est pas une entorse. Je vais vous faire parvenir ce rapport-là qui est le vôtre, dans lequel vous vous réclamez de cette action-là. Bon, est-ce que la MONUSCO est payée par les Congolais? Non. C'est bien un professeur de relations internationales qui parle. J'ai répété par 3 fois ici que c'est un endettement moral. 1 milliard de dollars. La communauté internationale dira qu'elle a dépensé
20 milliards de dollars au Congo sur 20 ans. C'est un endettement moral. Je n'ai pas dit que le Congo paye la MONUSCO. J'ai tellement étudié l'histoire des Nations Unies, je n'y ai jamais travaillé, je suis un grand théoricien des Nations Unies, il y a des choses qui ne peuvent pas provenir de moi. Donc j'aurais voulu que vous nous rencontriez sur des questions de fond. Ça, c'est des choses d'ordre syntaxique qui pouvaient passer même si c'était des erreurs, mais il n'en est pas question, ce ne sont pas des erreurs. C'est des évidences que j'assume. Et pour le rapport, si j'avais l'occasion, je vous le fais parvenir pour que vous lisiez que vous, la MONUSCO, vous réclamez de cette action-là. Merci beaucoup. On m'a demandé de répondre à mes propres questionnements. Je pensais qu'avec les questionnements, c'était une façon d'interpeller, de nous interpeller tous sur ce que nous devons faire. La solution est simple, peut être simple, à la seule condition si nous posons bien nos prémices. On nous a enseigné que lorsque la problématique est bien posée, les réponses aussi sont bien posées. Dans des missions, dans ce qu'on appelle le peace building, ou la refondation des États après conflit, l'élément central, ou l'un des éléments principaux, c'est la réforme du secteur de sécurité. Quand on parle de réforme du secteur de sécurité, c'est l'armée, c'est la justice, c'est la police, c'est la sécurité de renseignement, et ainsi de suite. Parce que ça constitue le pilier même du pouvoir. Mais lorsque nous questionnons notre façon de faire, d'avoir mené notre réforme, je peux vous dire, c'est du méli-mélo. On ne sait pas ce qu'on cherchait. La réforme commence en 2003, tout juste après. Il y a eu des guerres pour le contrôle de la force terrestre. Parce que à San City, le RCD devait prendre la force terrestre. Je me rappelle Jean Lolenga. Alors, G5, il dit non, on ne peut pas donner la force terrestre à un groupe armé. Et la guerre a commencé. Jusqu'à ce qu'on est revenu pour repartager la force terrestre entre les composantes belligérantes. Une autre entorse, il était des principes à San City qu'aucun de mouvement armé des belligérants ne peut contrôler son fief, donc ce qui était son quartier général. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ex-composant du gouvernement, qui, avec l'Angola, parce que l'Angola considérait que le MLC était constitué de Mobutistes, ceux-là qui ont malmené l'Angola pendant autant d'années. Et l'Angola ne voulait pas voir un commandant de MLC prendre Kinshasa ou Bakongo. Le gouvernement, la composante, va faire des deals avec le RCD. Le RCD va contrôler et le gouvernorat du Nord Kivu et la région militaire. C'est là qu'il y avait dans le RCD une brigade qu'on ne contrôlait pas, la 38e brigade, et cette brigade qui a fondé tous les restes des rébellions avec Kunda, avec les Mutebutsi jusqu'au M23. Ça, c'était un deal, contrairement aux accords de paix de San City. Au quitte là, je vous ai dit ici, on n'a jamais formé les 18 brigades qui étaient décidées. Mais on nous a amenés dans les opérations de mixage. Et on connaît ce que ça a été. Donc nous sommes sortis de la réforme classique qu'on avait demandé pour entrer dans des réformes, je ne sais pas c'était comment. Et là, qu'est-ce qu'on privilégiait? On privilégiait plus le groupe qui était attaché au RCD. Quand vous voyez les accords de Goma, la conférence de Goma, c'est le CNDP qui était plus privilégié que les autres. Et si nous comptons même les officiers ici de ces groupes armés, vous trouverez peut-être un général ici des groupes armés, mais tous les restes ici du CNDP. Donc, l'armée, la composition de l'armée viole même la constitution de la RDC. Parce qu'on dit que ça doit être représentatif.
Mando Simba, paix à son âme, ministre de la Défense, il entame une réforme de l'armée, met en place une approche. L'approche est aussitôt celui qui avait amené la régimentalisation des forces. Parce que selon ce qui se disait, on avait du mal à diriger les brigades. Il fallait mettre en place des groupes qui seraient facilement contrôlés. On est passé de l'organisation de brigades vers la régimentalisation. Aussitôt après, on entame notre réforme. On nous amène les zones de défense, le régiment épaille, les brigades épaille, les secteurs épaille. Finalement, on s'est dit, nous sommes dans quelle structure militaire? Ça pose un problème. C'est comme ça que vous êtes sur le terrain, il y a une brigade qui départ de X, il y a une unité qui départ de Y. Dans ces marmailles-là, on voulait qu'on fasse quoi? Voilà pourquoi la première chose, nous devons repasser l'approche de la réforme du secteur de sécurité. Ça pour l'armée. Pour les services de renseignement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entamé aucune réforme des services de renseignement. Si bien qu'on se demande, est-ce que nous avons encore les services de renseignement? Tout le monde se pose la question. Mais ces services de renseignement existent. Il faut qu'on mette des vies pour comprendre que ce renseignement existe. La manière dont tu seras traité, toi-même tu seras témoin. Mais est-ce que ces agents-là sont traités comme des agents des services de renseignement? C'est un problème. Je peux vous dire que les statuts qui régissent aujourd'hui l'agent de l'ANR datent de 1967. Il y a la loi, le décret loi de 2003, mais les statuts, c'est les statuts de l'AND avant de devenir SNIP. Donc, un statut suranné, comment voulez-vous que l'agent là puisse évoluer? On a voté la loi sur le statut du militaire. Je ne sais pas si on a déjà appliqué ça un jour. Sur le statut du policier, je ne sais pas si on a déjà appliqué ça un jour. Donc, toutes ces questions-là impactent sur la gouvernance du pays. Je crois que vous avez suivi plusieurs fois. Le président Félix, même le président Kabila, disait on va renforcer les effectifs, on va donner les moyens au FARDC. La dernière visite du ministre Nkoyemou qui est dans la région de Bénin disait il faut donner des moyens. Si réellement ces moyens sont débloqués, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Je suis de ceux-là et je partage souvent l'avis de tout le monde parce qu'il faut faire le vetting, il faut faire l'audit de l'armée. Et quand on fait l'audit de l'armée, ce n'est pas qu'on veut entrer dans les secrets de défense. Parce qu'ici chez nous, il suffit qu'on dise non, nous allons contrôler le budget de l'armée au secret de défense. Non, le budget là, c'est l'argent du contribuable congolais. On doit savoir, ça a été utilisé à quoi? Ce n'est pas les tactiques militaires, ce n'est pas les stratégies militaires. Hein? On va être contrôlé. Mais ici, on vous dit secret de défense. C'est ça évidemment. Voilà pourquoi on ne sait pas comment faire. Voilà pourquoi quand j'ai questionné, c'était pour interpeller la conscience de nous citoyens, de nous assumer, de faire le contrôle citoyen. Parce que c'est notre argent. On doit le faire. J'ai aimé quand il y a une organisation qui a commencé la campagne sur l'audit de l'armée, l'audit de l'armée, l'audit de l'armée. C'est important. Donc ça, c'est la première chose. À ce qui concerne la gouvernance, bon, je veux quand même ajouter quelque chose. Prof, estimé professeur et confrère, je vais vous dire que l'embargo a été levé depuis 2008. Oui, résolution 1807 du 31 mars 2008. L'embargo a déjà été levé. Levé. On a levé l'embargo, c'est clair. Pourquoi notre armée ne s'approvisionne pas sur le marché normal? La mafia. Il faut accepter. Nous préférons acheter les armes en Ukraine dans la mafia ukrainienne.
ou Tchécoslovaquie. On a vu les hélicoptères qu'on nous a amenés ici avec les élections. Est-ce que vraiment ces hélicoptères, on peut les amener? Questionnons-nous. Nous devons nous questionner, nous devons chercher pourquoi ça ne marche pas. À ce qui concerne la gouvernance, j'ai été par malheur, mais pour l'amour de mon pays, dans 2 ou 3 commissions gouvernementales. La première, c'était la révisitation des contrats miniers. C'est la meilleure révisitation en Afrique. Et nous avons classifié les contrats. Mais malheureusement, les contrats qu'on avait décidé d'abroger, notre gouvernement les a ressuscités. Et nous nous plaignons. Aujourd'hui, on nous dit non, il faut ramener les devises, ainsi de suite. Il y a Éminé qui avait posé la question. Vous voulez qu'on puisse ramener les devises? Nous sommes d'accord. Alors, si nous sommes 50 qui doivent ramener et que 2 ramènent, est-ce que vous allez sentir qu'il y a des retours de devises? Posons-nous la question, qui de nous ne rapatrie pas les devises? Et la question est bloquée depuis ce jour-là. J'ai été dans l'élaboration du règlement d'hydrocarbures avec la partie gouvernementale. Nous sommes le seul pays au monde où avant même d'exploiter le pétrole, vous payez 9 bonus. 9 bonus. Alors que dans le secteur pétrolier, c'est le privé qui met son argent. Et quand le privé met son argent, les résultats obtenus, il les donne au gouvernement. Tout à payer les bonus. Vous voulez quel investisseur sérieux va venir? En Ouganda, ici, les premiers bonus à payer, c'est au premier baril pour lui. Vous voulez quel investisseur va venir? Dans le secteur des télécoms, nous venons de terminer l'atelier sur la table ronde du numérique. J'étais dans l'atelier de validation du plan national du numérique. À chaque appel, chacun de nous paye 10% de droits d'assises. Cet argent va où? Donc, voilà le problème dans notre pays. Nous faisons quoi? C'est comme ça que l'Internet est très cher chez nous. La communication est très chère chez nous. Merci, M. Nixon. Voilà ce que j'ai à vous dire. La parole à Mme Kabiro. Il m'a été posé la question concernant pourquoi je n'ai pas parlé des responsabilités des FARDC et même de communautés touchées par l'insécurité. Je pense qu'à la fin, j'ai pu toucher, mais un peu seulement. Nous n'avons cessé de décrier que la reddition des ex-chefs rebelles au sein des FARDC fragilise jusqu'aujourd'hui la force de nos FARDC. Un ex-chef rebelle qui est d'ailleurs peut-être cité dans le rapport mapping, il est listé dans le rapport mapping comme un criminel de guerre. Et cette personne se prononce pour dire que non, la personne veut intégrer l'armée et on les prend, on fait cette reddition, le mixage et les brassages des ex-chefs rebelles au sein des FARDC. Voilà comment notre armée s'est retrouvée largement infiltrée. Et comme proposition pour le mouvement des indignés, c'est depuis 2019, je pense, oui, depuis 2020 ou 2019, nous avons proposé au chef de l'État de passer à la purge au sein des FARDC. Je m'explique. C'est-à-dire répertorier tous les officiers cités qui sont des criminels de guerre qui ont commis des exactions. Ils sont connus, ils sont répertoriés. Même les Nations Unies ont cette liste. Toutes ces personnes devraient normalement être radiées déjà au sein de l'armée congolaise et attendre qu'ils répondent de leurs actes.
attendre le tribunal pénal, l'instauration du tribunal pénal pour la RDC. Deuxièmement, les officiers affairistes, des officiers qui sont devenus des commerçants à l'est du pays. Un officier qui fait 10 ans dans la zone, l'officier est devenu comme un chef coutumier là-bas. Il contribue au vol des minéraux et à l'acheminement aux pays voisins pour faire perdre son pays et gagner lui-même. Les officiers affairistes devraient aussi être sanctionnés. Et je remercie beaucoup, je ne sais pas si c'était le professeur Nixon ou le professeur Chilumbai qui avait parlé de la restructuration de l'armée congolaise. C'est aussi le grand travail. Mais concernant les propositions que le mouvement des indignés a pu élaborer jusqu'à aujourd'hui, ce sont les deux-là que je viens de citer, les responsabilités du gouvernement. Concernant les responsabilités des communautés, c'est en 2021 que nous avons proposé l'opération des mécanismes pacifiques de sécurisation populaire. Nous avons proposé à toutes les populations résidant dans des zones touchées par l'insécurité de s'approprier des mécanismes de sécurisation populaire. Je m'explique. Prenons l'exemple d'un village à Beni, je prends par exemple à Lungupa. Les habitants de là se connaissent, on connaît tel reste dans telle maison, tel effectif des personnes sont venues dans tel village, 20 personnes sont arrivées dans tel domicile. Un des exemples de mécanismes de sécurisation populaire, c'est d'être vigilant, de faire des suivis, de connaître où sont passées les 14 personnes qui sont venus dans telle maison après 2 semaines. Les feuilles de route délivrées aussi par nos gouverneurs des provinces. Où sont passées des personnes qu'on a donné des feuilles de route qui ont été envoyées à Beni et ces personnes se retrouvent en Ituri, se présentant qui sont des Bouito. On doit aussi faire le suivi, connaître toutes les personnes qu'on a donné des feuilles de route par nos gouverneurs. Où est-ce qu'ils sont passés? Voilà aussi notre petite contribution que nous avons eu à donner aux autorités du pays pour l'armée et à la population elle-même touchée par l'insécurité. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Frédéric Mulumba, s'il vous plaît, vous répondez à... Non, le temps, gérons le temps. Vous allez répondre à la question. Je signale à celui qui a posé la question, ici c'est M. Frédéric Mulumba est ici comme directeur général du magazine Renaissance africaine. Et vous lui avez posé la question sur la RTNC. Bon. Oui, je pense que je ne suis pas politicien, je suis un journaliste. Donc on a toujours la liberté de la parole. On a posé la question et je dois répondre. La RTNC n'a pas de problème. Le problème est politique. Nous sommes un média public. Nous dépendons du gouvernement ou bien de l'État. C'est quand on définit la ligne éditoriale très clairement et les médias suivent. Mais curieusement, dans ces pays, j'ai eu des entretiens avec de hauts responsables à un niveau élevé pour leur dire que ce n'est pas normal. Comment on peut abandonner un média, un instrument de puissance? Abandonner totalement. Vous voyez beaucoup de ministres passer sur le Top Congo et non sur la radio nationale. Moi, ça m'étonne. On n'a ni budget, on n'a rien, même pas de matériel. Je peux vous dire ceci. C'est un complot. Très clairement. Qu'est-ce qui se passe? La RTNC ne met pas sur toute l'étendue du territoire. Il y a des coins, il n'y a ni radio ni télévision. Vous faites du bruit à Kinshasa, à l'intérieur, on n'est même pas au courant. Avec le temps, les gens oublient le gouvernement central. Ça fait partie du processus de la balkanisation. Ce qui se passe actuellement, c'est un processus de la balkanisation. Nos ennemis sont déterminés à couper le Congo.
avec la complicité de nos dirigeants. Il ne faut plus encore porter des gants. C'est question de vie ou de mort. Nos dirigeants sont responsables et complices. Vous savez, on a fait l'université. On n'a pas fait l'université pour manger. On a passé des nuits entières en train d'étudier. Et notre peuple a besoin de la science pour que se libère. Pas de mensonges des politiciens. Ça, c'est du côté politique. Maintenant, du côté journaliste. Il y a ce que j'appelle l'autocensure. Les gens ont peur de parler, de perdre des privilèges. Comme dans les gouvernements, dans les institutions, il y a des infiltrés. Dès que vous commencez à dénoncer, vous êtes mal vu. Voilà pourquoi la plupart des journalistes se taisent. Ils ne parlent pas. Il se faut l'autocensure. Un autre élément important, c'est la ligne, donc je peux dire, les financements des médias privés tout comme publics. C'est dit jamais vu dans ce pays. La plupart des ONG qui travaillent ici, des ambassades occidentales, disent qu'on est en train de renforcer la capacité des journalistes. On tue des gens à l'Est là-bas. On tue des gens, on coupe 500 morts. À Kinshasa, il n'y a même pas un mot dans les journaux, même pas à la télévision. Aujourd'hui, c'est grâce aux médias sociaux. Ni tu étais ça, on ne saurait rien. Donc le problème, c'est quoi? Ceux qui financent les médias contrôlent la ligne éditoriale. Vous parlez, on coupe la bouffe et vous mourrez de faim. Voilà la réalité. Et la plupart des ONG qui financent les médias sont financés par les multinationales qui sont à Kigali et qui nous font la guerre, qui pillent. Le Rwanda est le premier producteur du coltan. Mais les Rwandais vendent à qui? D'ailleurs, ce ne sont pas des Rwandais qui ont des bananes ou bien des bananiers, qui ont des mines là-bas, qui ont des industries. Ce sont des multinationales occidentales qui sont basées à Kigali. Donc, il faut beaucoup réfléchir. Donc, l'enjeu ici, ce n'est pas que les Congolais et les Rwandais s'entretuent, que les Noirs s'entretuent. Le capitalisme est en pleine imitation. Et ceux qui étaient à Berlin en 1885 tiennent à couper ces pays en morceaux. Le temps que j'ai passé à la tête du groupe de presse, le potentiel pendant 10 ans, j'ai eu à discuter. Un jour, un ami, un frère, qui est en Hollande, il m'envoie une information, une déclaration de M. Cohen. Herman Cohen qui dit, même au département d'État américain, on sait que les Kivu appartiennent au Rwanda. Nous reprenons ça comme manchette. L'ambassade américaine a réagi pour dire non. Les propos de Cohen n'engagent pas l'État américain. Mais Cohen, c'est un homme important. Ce n'est pas n'importe qui. Donc c'est pour vous dire que le processus est en train d'aboutir. Ne soyez pas naïfs. Si les Congolais ne se mettent... monsieur, c'est important ça. Il faudrait... Parce qu'ici, je vois, vous êtes dans des discussions, questions nationales. Ici, l'enjeu est géopolitique. Le Congo est au cœur des enjeux géopolitiques. Le Congo, c'est l'avenir de demain, avec le cobalt et le coltan. Nos amis occidentaux n'ont pas de mines. Ils pensent que nos mines leur appartiennent. Si nous, on ne construit pas un rapport de force, retenez, nous serons esclaves des autres. Donc, ce qu'il faut faire, il faut que le peuple aille dans la rue. Les jours où on mettra... Les jours où on mettra 10 millions de Congolais à Kinshasa ici, ils vont reculer. Mais tant qu'on fait des conférences, on est là et on est content, ils vont continuer, ils s'en foutent. La vie des Congolais, on a tué 10 millions de morts, qui en parle? Mon frère est aux droits de l'homme. Est-ce qu'il y a quand même un débat pour qu'on puisse poursuivre ceux qui ont tué les Congolais? Donc, il ne faut pas leur demander, c'est à nous de demander un compte, à nous-mêmes. Vous savez, s'il vous plaît, j'ai eu la chance de rencontrer un grand philosophe camerounais, Eboussi Boulaga. Il me dit, mais Freddy Moulumba, ça fait peu 10 ans. Qu'est-ce qui se passe chez vous au Congo là? En 60, l'ONU était là. Après, elle revient, ça signifie que votre élite n'est pas à la hauteur. Donc, le problème ici, on n'a pas une classe politique, on n'a pas des élites intellectuelles, donc on n'a pas des élites à la hauteur des enjeux. Si nous voulons que ça change, il faut changer la classe politique. On n'a pas d'autre choix.
Vous pouvez pleurer, marcher, il n'y aura rien tant que le peuple n'a pas pris son destin en main. Voilà pourquoi les journalistes, les intellectuels doivent s'assumer. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour chercher un poste politique, c'est pour sauver ce pays. Tout le monde veut mettre la main sur le Congo, Chinois, Américains, tout le monde, même les pays limitrophes. Mais c'est la faiblesse de la classe politique à Kinshasa. Les gens sont très faibles. Je suis dans les médias, j'ai géré le plus grand média de ce pays, les potentiels. Je connais toutes ces classes politiques. C'est rare quand vous discutez avec des gens qui ont un niveau élevé. Ils sont dans des questions secondaires. Acheter une voiture, une maison, je suis pro-rwandais, je suis pro-américain, je suis pro-belge. Il n'y a que ça chez l'élite congolaise. Donc il faudrait que les jeunes gens que vous grandissez aujourd'hui, d'ici 5-10 ans, vous serez peut-être aussi des ministres, peut-être chefs d'État. Il faut vous prendre en charge. N'attendez rien. La MONUSCO fait son travail et va partir. Mais le destin de ce pays, c'est dans nos mains. Donc, vous ne faites rien. La MONUSCO ne viendra pas mourir pour vous. Vous, les gens meurent là-bas. À l'est, à Kinshasa, vous prenez la bière et vous dansez. C'est du jamais vu. Hein? Il faut que vous preniez conscience. Ce pays, c'est le cœur de l'Afrique. Le Congo démarre, l'Afrique est debout. Si le Congo ne démarre pas, l'Afrique ne sera pas debout. Donc c'est aux jeunes de prendre conscience et de s'organiser. Généralement, on vit en désordre. Regardez les jeunes gens universitaires, on a dit à 9h, ils arrivent à 11h. Vous voulez quoi? Commencez par là. Soyez rigoureux. Donc l'université a mal formé ici. Je suis très, très, très dur envers les universitaires. Nous sommes tous les produits de notre société, notre université. Voilà comment ça se passe. Je vois comment est-ce qu'on parle du Congo à l'extérieur. C'est rare de voir le Congolais discuter. Il y a un Camerounais qu'on appelle... Non, l'autre gars qui lit beaucoup de livres là sur les Tutsis, là, comment on appelle? Charles Onana. Curieusement, je l'ai rencontré. Il ne comprend pas quand j'étais à Bruxelles, à Paris. Mais comment est-ce que l'élite congolaise, soi-disant diaspora, ne parle pas? Ce sont d'ailleurs, ce sont des Camerounais qui parlent beaucoup plus pour le Congo que les Congolais. Ils devraient parler de son pays aussi. Hein? Est-il normal? Ça prouve que l'élite que nous avons ici, comme elle est médiocre et mal formée, il faut la changer. On n'a pas d'autre choix. Sans ça, mes chers frères, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des conférences à cette salle. 10 ans. Et regardez mes cheveux, c'est déjà blanc. J'étais trop jeune. Hein? On est où? Les mêmes personnes qui étaient là reviennent toujours. Ils corrompent, ils trichent. Et n'oubliez jamais, l'Occident est quelque part. L'Occident est quelque part. Je vous prends les cas de contrat de nouveau code minier. Notre peuple, à travers le Parlement, décide de revoir le nouveau code minier. La Banque mondiale fait un rapport pour dire que le Congo perd. Monsieur de Glencore, que je vois aujourd'hui à Kinshasa, curieusement, la presse a commencé à publier les publicités de cet homme-là, Glencore. Glencore arrive ici, d'abord il écrit une lettre au président Kabila. Il dit, vous devez revoir ces nouveaux codes miniers. Nous, on ne gagne rien. Et puis il dit, il écrit, j'ai lu les lettres, ce ne sont pas des choses qu'on m'a racontées. Il dit, c'est nous qui avons stabilisé le Congo. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, cette guerre, ce n'est pas l'Angola, pardon, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda. Il faut savoir identifier les véritables ennemis pour bien le combattre. Kabila dit non, c'est le peuple qui a décidé à travers le Parlement, je ne peux rien faire. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On les invite. Ils sont arrivés ici. Ça veut dire que notre presse a des lacunes. Les miniers arrivent ici. Ils ont envoyé d'abord les sous-fifres. Kabila refuse de discuter avec eux. Il dit, je voudrais voir les patrons. Tous les 7, donc on appelle les majors, les grands miniers du monde, sont venus ici. Ils arrivent à l'aéroport. Ils pensaient venir le matin partir. Ils ont dormi. Vers 14, on les a reçus au Palais de la Nation. On a mis en face de ces miniers des Congolais, ministres et des techniciens. Kabila dirigeait les débats. Ils ont fait un débat pendant 8 heures, dit-on.
Et Kabila répond, vous allez partir, mais on va voir cas par cas. L'enjeu ici sont nos mines. Il faut que la jeunesse comprenne. Nous avons 60% de cobalt. Donc sans cobalt congolais, il n'y a pas la révolution, comment dire, pas numérique, mais la transition énergétique. Et le Congo est un enjeu parce que la Chine est aussi une grande puissance. La Chine contrôle 92% des terres rares. Donc nous avons un instrument de puissance. Il faut qu'on soit intelligent pour savoir jouer avec ça. Ça signifie qu'il faut changer l'élite intellectuelle et l'élite politique. Nous avons des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur. Des gens qui sont contents seulement pour avoir une maison et manger. Il faut changer cette classe politique. On ne fait pas ça, je vous assure, nous ferons des conférences, ce sera trop tard et le pays sera déjà parti. De toute façon, on ne contrôle pas toute la République. Donc, ce qui se passe actuellement, n'inquiétez pas seulement la MONUSCO, il faut que les puissances occidentales. Dans nos discours ici, on voit Kagame, on voit les gens qui sont à l'intérieur, mais on oublie les patrons, ils sont à Washington. Il faut savoir identifier comment... La vie est faite ainsi. Hein? C'est quand on aura des gens intelligents et solides. Les élites sont très faibles. Quand il y a des gens solides et intelligents, je pense que ce pays sera debout. Et il sera encore debout. Espérons qu'avec le président Tshisekedi, on va parvenir à nettoyer. C'est quand on va nettoyer tous les infiltrés, je pense que le pays sera très... se mettra debout. Ok, je me remercie. Merci. Merci. À notre ami de la MONUSCO, puisque vous avez dit vous-même que vous n'êtes pas payé par nous les Congolais ou par les Congolais, et donc vous faites les bons efforts. Et il y a un principe de droit qui dit il n'y a pas d'action sans intérêt. Même Dieu le Père lui-même, c'est un Dieu des intérêts. Maintenant, pourquoi accepterait-il d'être tué au Congo parce que vous dites que vous êtes venu défendre les Congos et les Congolais, alors que vous n'êtes pas payé? Et donc ceci n'est-il pas confirmé que vous vous faites payer vous-même en créant des guerres, en créant des rébellions? Voilà pourquoi nous disons ceci. En tant que Congolais, nous vous ordonnons, en tant que peuple souverain, de quitter les Congos avant le 30 juin. Vous devez quitter les Congos. Merci. Jeune leader du Nord Kivu, GLNK à sigle, une structure qui regroupe... Posez la question. Les jeunes du Nord Kivu pour la cohabitation pacifique, bien évidemment, au Nord Kivu. Ma question est celle-ci. Ma question est adressée au professeur Chilumbaye, je crois. J'aimerais savoir, professeur, quand vous parlez de complicité des affaires du territoire ou du tiroir, les Grands Kivu, de qui s'agit-il? Opérateur économique, élèves, écoliers qui marchent à Béni ou leurs parents? D'autant plus que vous avez souligné que ce sont des officiels militaires que civils qui construisent les immeubles, les villas à Goma. Alors, ma question reste de savoir, cher professeur, moi je peux vous demander... Question, allez-y, question. Donnez-moi ne serait-ce qu'un fils du territoire de Béni ou de l'Ituri qui a une villa à Goma ou au bord du lac. Je ne vois pas un fils du territoire de Béni qui a des villas sous le sang de ses frères. Alors, ça fait 2 jours, quand les journalistes publient des photos des élèves à Béni, je vois nos amis de l'Ouest et du Centre. Question, ça sont des oui, commentaires. Je suis là, c'est la question même. C'est ça la question même. Vous nous posez des questions tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous, nos compatriotes de l'Ouest et du Centre, de jouer effragés. Quel fragé vous nous demandez? Quel fragé? D'autant plus que les officiels militaires ne sont pas des affaires du territoire. Ça va, merci. Non, je suis là. Posez la question, sinon je vais prendre le micro. C'est ça la question. Mais vous commentez la question. Ah, c'est ça la question. Posez la question. Encore une minute. Une minute, c'est moi qui accorde. Posez la question. Regarde les autres qui attendent là-bas. Cher professeur, nous, fils et filles du territoire de Béni, de l'Ituri,
ce que nous attendons de vous, c'est un soutien, tant physique que dans l'opinion, dans les réseaux sociaux. Et non nous frustrer en nous disant jouons le fragile. Quel fragile, professeur, que vous voulez que nous jouons avec vous? Merci. Merci. Entendu. Très bien. Au suivant. Je suis M. Laurent Ferré du journal La Postérité. Mes deux petites questions s'adressent à M. Abdoul. La première, M. Abdoul, je vous ai suivi avec une attention concentrée tout au long de votre allocution. J'aimerais savoir, en votre qualité du directeur du bureau conjoint des Nations Unies autour de l'homme, quel bilan faites-vous, dressez-vous de la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo? Et la deuxième, M. Abdoul, quelle réponse pouvez-vous donner à ceux qui pensent que la MONUSCO est tout? La MONUSCO, elle est tout sauf ce qu'elle devrait être. Quelle réponse pouvez-vous donner à ce genre-là? Donc, élément de conviction. Donc, la MONUSCO est tout sauf ce qu'elle devrait être. Merci. Merci bien. Très bien. Je réponds au nom de Gédéon Ferrouzi. Je réponds au nom de Gédéon Ferrouzi, expert en éducation, chargé d'une ONG non gouvernementale des opprimés au Congo. Ma question est adressée au DG de la MONUSCO. Non, directeur. Au directeur du bureau conjoint des droits humains de la MONUSCO. Vous pouvez me regarder quand même. Ma question est de savoir, vous avez fait 20 ans dans ce pays. On a perdu 13 millions de personnes. Mais vous voulez toujours rester dans ce pays. Et après les années qui viennent, vous allez faire quoi après? On va continuer à perdre la population, ou bien vous avez peur du chômage? Peut-être vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas nous dire. Nous ne voulons plus perdre le temps avec vous dans ce pays, parce qu'on a déjà perdu autant de personnes qui sont très importantes. Puisqu'avec ces 13 millions de personnes, certains pays, nous connaissons tels que des petits pays de Namibie, ils n'arrivent même pas à avoir 3 millions de personnes. Et nous avons perdu 13 millions. Alors ils nous dire, parce qu'on a fait 20 ans et il n'y a pas la paix. J'ai dit et je vous remercie. Je réponds au nom de François Malé-Bampan-Diamaï. Je suis spécialiste en droit international public et également spécialiste en évangélisation internationale. J'ai une petite question et une proposition. La première question, je voudrais savoir, est-il possible de mettre à notre disposition, à la disposition de tous les Congolais et Congolaises, la liste des causes de cette guerre? Parce que n'oubliez pas, monsieur membre du bureau, que la relation cause à effet est vraiment très capitale. Si la liste est disponible, vous pouvez le donner. Moi, je prends l'engagement de traduire cette liste, les causes dans toutes les 4 langues. Permettre aux petits citoyens du Congo, aux marché de connaître les causes. Parce que chaque matin, nous apprenons à la radio qu'il y a nos frères qui sont tués là-bas à l'Est. Mais quelles sont les causes? Je crois que vous êtes mieux placés pour nous donner ces causes. Alors, une proposition. Je propose aux autorités politico-administratives d'ouvrir un nouveau front, en dehors du front diplomatique et guerre, sur le terrain la guerre. Il y a un front que je propose intitulé Front politico-religieux, c'est-à-dire d'associer toutes les religions dans la recherche de solutions de cette guerre. Parce que les directeurs spirituels, les directeurs religieux, que ce soit de l'église, de la religion musulmane, catholique, protestante et autres, ont un pouvoir moral, comme le Congolais vient de dire, sur la population. Ainsi, j'ai dit. Merci. Merci beaucoup. On va prendre 2 personnes.
Et il ne nous reste que 14 minutes pour clôturer cette conférence. Nous devons libérer la salle. Il y a une autre activité après nous. Okay. Donc vous avez juste une minute. Merci beaucoup. C'est Alphonse Kikandi Kibalaya de la Fraternité internationale contre la balkanisation. Ma première question, c'est Abdoul. Abdoul, que signifie génocide? Et à quel moment on peut déclarer dans un pays qui a génocide? Il faut combien de gens? 1000, 2000, 5000 ou 6000 pour qu'on déclare que dans un pays il y a le génocide. Sinon, nous ne connaissons pas là où nous sommes avec le nombre de morts au pays. Plus de 13 millions, il n'y a pas de déclaration. Deuxième élément, nous considérons vraiment que la MONUSCO doit partir. Pourquoi? Pour une seule chose. Nous voyons devant nous un bourreau. Donc, derrière vous se trouvent les gens, les multinationales qui veulent balkaniser notre pays. Et nous voulons vivre avec celui qui est notre bourreau en face. Et nous voyons dans la MONUSCO les frères de ceux qui nous attaquent. Et si nous demandons que vous puissiez partir, puisque nous voyons dans vous un bourreau, comment est-ce que vous allez? Un exemple simple. Un souris qui demande au chat, attention, s'il vous plaît, chat, ne me mangez pas, puisque j'ai des enfants à côté. Est-ce que le chat va écouter ce souris là-bas? Il va s'attaquer contre ces chats. Et c'est ce que nous vivons. Laissez-nous libres, laissez les Congolais résoudre leurs problèmes. Allez chez vous, la MONUSCO. Merci. Ok, c'est la dernière intervention. Et les autres questions, on pourra les régler quand on va donner la séance. En tout cas, toutes nos excuses. Professeur, toutes nos excuses. Je m'appelle Némi Amani Bizinga. Je suis tempologue, celui qui étudie le temps, les événements, les circonstances et ses contemporains. La question qu'on se pose aujourd'hui, l'an 2021, c'est la même question que je me suis posée en avril 2000 du vivant de Mouzé Laurent Désiré Kabila sur la situation chaotique en RDC. Voici la question que je me suis posée personnellement et dont je ne pose pas seulement à nos orateurs, mais à toute l'Assemblée. Le reste, c'est à lire pour ceux qui veulent lire, un nouveau son de cloche. Tout est ici. Mais les questions dont je me suis posées, les voici. En éveil de conscience africaine, vu l'insécurité galopante à l'est de tous les 60 ans d'indépendance politique sans solution efficace, d'où est-ce que cela vient? Allez aux questions essentielles. Aux questions essentielles, on va... La question est celle-ci. Oui. Avec tout ce qui est dit ici, oui, la solution n'est pas encore là. Selon ce nouveau son de cloche, la crise reste pendante. C'est pourquoi, à vous entendre, à entendre les suggestions des uns et des autres, le problème du Congo perdure. Alors, la question c'est celle-ci. Que faire? Merci. La réponse est ici. Merci. Monsieur Patrick, vous avez 3 minutes pour balayer cette question. Et puis, nous allons clôturer en voter notre conférence d'aujourd'hui. Quand est-ce que vous allez partir? J'ai déjà répondu à cette question-là en vous disant que si vous voulez que... Nous ne sommes pas venus ici parce que nous voulions venir visiter la RDC. Si vos autorités décident que nous devons partir, nous partirons. J'ai déjà répondu à cette... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, donc, si vous voulez que nous partions, vos autorités en décideront. Donc, je crois que vous les avez mandatés pour discuter avec nous. C'est eux qui nous ont invités. Nous sommes en contact avec eux. Alors, quand est-ce que nous partons? Quand est-ce que le juin? Qu'est-ce que nous avons fait? Je n'ai pas bien compris la question. La MONUSCO et tout, sauf ce qu'elle devrait être. Je n'ai pas compris. Parce que je pense que nous... Écoutez, oui, je pense que le mandat est suffisamment clair et le mandat évolue en fonction
de l'évaluation de la situation qui est faite, comme je l'ai dit encore une fois, conjointement avec les autorités congolaises. C'est sur cette base-là que les mandats sont décidés. Vous avez, à chaque fois que la situation du Congo est discutée, votre ambassadeur en RDC est assis dans la salle. Et tous les rapports qui sont produits ici sont discutés avec les autorités avant d'être envoyés à New York. Donc, il y a une évaluation conjointe de la situation qui dicte et qui définit les grandes lignes des différentes résolutions qui sont adoptées. Évidemment, en termes de réalisation, vous pouvez dire dans tel secteur, vous n'avez pas bien fait, ou dans tel autre, vous avez bien fait, mais on ne pouvait pas tout jeter à la poubelle. C'est encore une fois ce que j'ai dit, et je le répète, et je le maintiens. Quel bilan je fais de la présence de la MONUSCO? J'ai commencé mon propos liminaire avec ça, en disant que sous la MONUC, vous aviez un pays divisé. C'est grâce à la MONUC, effectivement, et l'investissement des Congolais, qui se sont investis, femmes et hommes, avec l'énergie et leur sacrifice pour avoir un pays réunifié. Avec le soutien, à moins de considérer que votre pays n'est pas réuni, votre pays n'est pas uni. Écoutez, on est entre intellectuels, quoi. Réfléchissez, allez lire. Si vous voulez réellement, c'est ce que nous vous avons appris, parce que nous, pour beaucoup qui sont dans la salle, vous avez bénéficié de nos séances de formation, nous vous avons appris à analyser les situations pour pouvoir avoir un discours articulé. Donc, ne venez pas me dire que tout ce qu'on a investi comme temps, comme effort, pour vous apprendre les méthodologies d'analyse de situation et d'articulation du plaidoyer, ces efforts-là ont été vains. Non. Analysons ce qui est écrit, analysons la situation et opposons des arguments. C'est un peu à quoi nous sommes invités aujourd'hui. C'est le but de cet exercice, qui, comme encore une fois, doit être un exercice constructif, où nous nous interrogeons sur une situation en vue de faire des propositions concrètes pour aller de l'avant. Et je maintiens, le droit de manifester, le droit d'exprimer son opinion est un droit fondamental, mais il doit être pacifique. Nous avons vu ce qui s'est passé hier à Béni, où des jeunes gens ont violenté les bonnes femmes qui étaient en train de manifester hier. Et vous n'allez pas dire après que c'est la MONUSCO qui est venue le faire. Vous vous en êtes pris à vos propres mamans, à vos propres sœurs hier, qui manifestaient pour la paix. Donc il faudrait qu'on sache véritablement qu'est-ce que nous voulons, vers où nous voulons aller. Nous voulons demander des comptes, la redevabilité pour que la situation s'améliore, mais en même temps, on s'attaque à d'autres Congolais, à des femmes qui sont, ou à d'autres membres de la société civile. Il faudrait qu'on sache concrètement qu'est-ce que nous voulons faire. Parce que pendant ce temps, vous empêchez vos FARDC de bouger, vous empêchez la MONUSCO de bouger, les populations sont laissées à elles-mêmes. Vous réclamez une meilleure sécurité, une meilleure protection, et en même temps, vous empêchez les gens d'agir. Il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. C'est pour ça que je rejoins un peu ce que disait le directeur adjoint, où il vous dit concrètement, ne vous trompez pas de combat. Il faut qu'on fasse attention. Donc, la question de quand nous partirons, je ne vais pas y répondre, j'ai déjà répondu à cette question-là. La liste des causes de l'insécurité. Les causes de l'insécurité ont été listées à longueur de rapport. Je vous ramène encore une fois, et j'ai parlé du mandat de l'équipe d'experts mandatés par le Conseil de sécurité qui travaille sur les véhicules de conflit, ce qu'on appelle les véhicules de conflit, qui peuvent être des causes internes et des causes externes, et qui tous les jours, chaque année, 2 fois dans l'année, rapportent au Conseil de sécurité pour le mécanisme de sanctions. C'est sur cette base-là que des sanctions sont prises et qui concernent des officiers congolais de l'armée, qui peuvent concerner des entreprises congolaises ou étrangères, qui peuvent concerner des groupes rebelles. Vous avez beaucoup de noms de chefs et de miliciens ou groupes armés qui sont dans ces listes de sanctions et dont les avoirs et les possibilités de voyager sont gelés. Ça, ce sont les outils dont dispose aujourd'hui la communauté internationale. Donc c'est important que nous puissions aussi savoir concrètement quels sont les outils et les leviers qui existent en vue véritablement de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. En plus de l'aspect de neutralisation des groupes armés par la force armée, il faut aussi ce qu'on appelle les stratégies non militaires. Les stratégies non militaires, c'est travailler à renforcer les communautés, c'est ce que Mme Kavira vient de dire, c'est renforcer la société civile pour qu'elle puisse parler et puisse s'exprimer,
créer les conditions pour être libéré de la peur, pour que toutes les informations soient reçues par tous les Congolais, de manière à pouvoir les mobiliser aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé quand on a évoqué cette question-là, que depuis 2019, il est possible aux Congolais de pouvoir s'exprimer librement, sans peur d'être de représailles ou simplement d'être arrêtés pour leur opinion. Aujourd'hui, vous avez les informations en temps réel, vous avez la possibilité de vous mobiliser. Ce même aspect peut servir à définitivement développer et améliorer le niveau de protection des civils. La protection des civils, ce n'est pas seulement neutraliser les groupes armés. C'est l'engagement politique. C'est également travailler en environnement protecteur. C'est élaborer des lois, restaurer l'autorité de l'État dans des zones qui puissent véritablement remplir les fonctions régaliennes d'un État, qui est de défendre les frontières, de protéger ses citoyens et de leur fournir un bien-être. Tout État poursuit ces trois fonctions fondamentales. Donc c'est extrêmement important. Il faudrait qu'on puisse travailler à tout cela. C'est tout cela que nous appelons protection des civils. Bourreau, la définition du génocide, ça j'ai déjà répondu. J'ai vu des sites d'information qui attribuent à la MONUSCO une déclaration qui disait que la MONUSCO aurait reconnu qu'il y ait un génocide. Nous avons été très clairs dans tous les rapports. Ce que nous disons, c'est ceci. Dans tous les rapports, nous concluons par la phrase que je vais répéter. Des éléments, nos recherches et le travail d'enquête a permis de pouvoir identifier des éléments qui peuvent être constitutifs de crimes internationaux. Et nous précisons quelquefois, possiblement crimes contre l'humanité et crimes de génocide, sans préjudice de toute autre qualification qu'un tribunal pourrait retenir. Pour dire simplement qu'il appartient, les enquêtes de droits de l'homme ne sont pas des enquêtes judiciaires. Il appartient à un tribunal et à une juridiction de retenir une qualification juridique qui peut être génocide, qui peut être crime contre l'humanité et qui peut être également crime de guerre. Donc je pense que j'ai répondu à cette question-là. MONUSCO, collusion avec le groupe armé, ça c'est une insinuation, c'est une accusation que je trouve infondée. Vous devez en rapporter la preuve, c'est une allégation. Donc ça n'engage que ce qu'il évoque. Je ne vois pas dans quel intérêt la MONUSCO serait en collusion avec des groupes armés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci au professeur Jean-Claude Tchilumbaï, merci à M. Abdoul, merci à Mme Kabiro et à M. Lipson. Merci de votre participation. Prochainement, soyons à temps.